Et puis je vais inviter Sophie Génermont à nous rejoindre. Bon, tu pouvais rester devant, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, mais repose-toi, t'as raison. Donc... Vas-y, Sophie. Bonjour. Du coup, il faut que... Il n'y a pas le titre qui s'affiche. Ben, oui, mais il n'y a rien à l'écran. Ah, mais du coup, ouais, attends, je retourne en arrière. Donc moi, je vais vous présenter un projet, le projet Polka, qui nous a permis d'aborder les questions de l'évaluation multicritère, coût-bénéfice des pratiques de réduction des émissions d'ammoniac au champ. Et donc, je vais reprendre un petit peu des choses qu'on a déjà vues, donc je vais aller un peu plus vite. Les enjeux de la réduction de la volatilisation d'ammoniac, on voit que les systèmes de production, ça vise à soutenir l'alimentation humaine, qu'il y a qu'il y a des recyclages de l'azote qui se fait au sein de l'agriculture même, mais que l'agriculture fait bien sûr appel à des intrants azotés extérieurs et de plus en plus au recyclage aussi de déchets qui viennent des villes, de l'agro-industrie. Et que les émissions d'ammoniac en fait cohabitent avec, du fait de ces intrants, des pertes de l'azote vers l'environnement sous forme de nitrate, N2O, d'autres oxydes d'azote et donc l'ammoniac. Et que tout ça, ça a un impact économique pour l'agriculture, puisque c'est une grosse perte. On avait des discussions sur les 80-60% tout à l'heure, mais c'est une grosse perte pour l'agriculture qui se traduit en perte financière, un manque à gagner pour l'agriculteur. Et donc, la réduction de la volatilisation d'ammoniac, c'est un défi qui est à la croisée de plusieurs enjeux, agronomiques, environnementaux, sanitaires et aussi économiques. Et je vais un peu plus zoomer sur les impacts environnementaux et sanitaires de l'ammoniac. Dans un premier temps, plus les problèmes environnementaux, donc après dépôt, soit à très courte distance, soit à très longue distance des zones d'émission, il y a un apport de surplus d'azote dans des écosystèmes potentiellement naturels, donc très sensibles à ces surplus d'azote avec des conséquences environnementales. L'azote ammoniacal est aussi la seule base de l'atmosphère, donc va s'associer, réagir avec des oxydes, des acides dans l'atmosphère, et ce qui va conduire à la production de particules qui sont à l'origine de la dégradation de la qualité de l'air et qui ont des impacts sur le climat à plus ou moins long terme, mais aussi des impacts sur la santé humaine, auxquels on peut aussi associer des impacts économiques liés à des hospitalisations, perte de journée de travail, des soins médicaux, etc. Et donc on a monté le projet Polka dans le cadre, pour répondre aux besoins d'estimer l'efficacité et les impacts à la fois des mesures de réduction des émissions d'ammoniac dans les conditions de la pratique agricole française, en réponse à un appel à projet Primécal qui était aussi soutenu via l'ADEME, avec un double objectif. Le premier, c'était de proposer un système multicompartimental plus interdisciplinaire d'aide à la décision par la modélisation numérique. Alors, je dis interdisciplinaire parce qu'il y a les professions, des instituts de la recherche académique et de la profession, aussi bien du monde de l'agriculture que du monde de la qualité de l'air, qui se sont associés dans ce projet. Et l'objectif aussi, c'était de déployer ce système d'analyse coût-bénéfice sur des cas concrets appliqués à la fertilisation azotée et le recyclage agricole des matières fertilisantes d'origine résiduaire. Je vous présente rapidement la démarche de ce projet. Donc, on veut évaluer les effets sur la santé humaine. Pour cela, il faut caractériser l'exposition de la population qui est à la pollution atmosphérique. Ici, nous avons exprimé en concentration de particules fines, particulate matter ici, qui est elle-même liée à la concentration en ammoniac émis dans l'atmosphère en raison des pratiques de fertilisation. Et pour faire une évaluation coût-bénéfice d'une modification de pratique, il faut être capable de remonter tous ces éléments vers la santé humaine et en même temps quantifier les coûts additionnels de la mise en œuvre de ces pratiques, les gains ou les coûts évités liés à la réduction des émissions d'ammoniac, ainsi que les coûts évités en lien avec les impacts sanitaires évités.
et après de faire un bilan pour voir si ce bilan va plutôt dans un intérêt, un gain. Au final, on va dire que la mesure est acceptable et même souhaitable socialement. Et donc pour remonter toute ces chaînes d'effets, nous avons mis en place un ensemble d'enchaînements d'outils, de plateformes de modélisation, avec comme premier objectif de calculer les émissions dans l'ammoniac, non pas sur la base de facteurs de réduction appliqués à des facteurs d'émission un peu statiques et identiques pour toutes les régions de la France, mais en utilisant un modèle mécaniste de volatilisation d'ammoniac qui prend en compte les effets météorologiques, etc., de type de sol, des pratiques culturelles. Et pour cela, nous avons décrit l'ensemble des pratiques qui permettent de le faire tourner à l'échelle de l'année culturelle et de la France. Pour avoir les concentrations en ammoniac et en particules fines dans l'atmosphère, nous avons couplé ce dispositif avec les outils de modélisation de chimie des transports Prévert, enfin, chimère et mocage dans la plateforme de prévision de la qualité de l'air Prévert. Et après, nous avons utilisé le modèle Alpha Risk-Pol pour aller en passant par l'exposition, les effets santé, aller jusqu'aux coûts liés à cette pollution. Je vous présente rapidement un peu certains de ces outils. L'outil cadastre ammoniac dans lequel nous avons inséré Voltaire. Donc, nous y décrivons les pratiques de fertilisation sur la base des déclarations d'agriculteurs dans les enquêtes pratiques de l'Agreste. Pour la partie surface des espèces cultivées et répartition de ces espèces-là, nous avons utilisé tout un ensemble de bases de données qui permet de les localiser selon les années. Nous avons besoin aussi de bien connaître différentes propriétés des engrais, en particulier organiques, et la cartographie des sols et les propriétés des sols. Pour cela, nous avons utilisé 2 bases de données différentes. Et bien sûr, on ajoute les conditions météorologiques, que nous avons utilisé le modèle Safran de Météo France qui nous donne une météorologie à impact horaire pour chacune des surfaces agricoles considérées. Et donc, nous avons procédé à la collecte, au traitement et l'agrégation de ces données à des échelles spatiales et temporelles fines que nous avons mis dans une base de données qui nous a permis de faire tourner donc le modèle Voltaire à raison d'à peu près 200 000 simulations par année culturelle pour la France. Et sur l'année culturelle 2010-2011, par exemple, on a un cumul, un total des émissions qui s'élève à 310 kilotonnes d'ammoniac pour les pratiques au champ. Donc on n'a pas le reste des postes d'élevage, en particulier ni les autres sources. Mais donc ça, on peut le répartir, on peut agréger les informations dont on dispose à l'échelle, de manière spatiale. Ici, je vous ai représenté les émissions. On voit qu'il y a des différenciations claires entre les régions qui est liée aux cultures qui y sont, aux pratiques de fertilisation, au type de sol, à la météorologie rencontrée. Et aussi, on voit qu'on a aussi une dynamique qui est très spécifique liée aux saisons, avec un gros pic de volatilisation, on s'y attendait tous, pendant les fertilisations de printemps suite à la reprise de végétation, et un autre pic un petit peu à la fin d'été, automne, dans une moindre mesure. Et donc, nous avons nous avons couplé cet ensemble d'émissions à la plateforme de modélisation de la qualité de l'air, comme je vous disais tout à l'heure. Cette plateforme, en fait, elle agrège les informations sur l'ensemble des données d'émissions par secteur d'activité, avec tous les autres composés émis dans l'atmosphère, gazeux et aussi sous forme d'aérosol. Elle intègre des données météorologiques, des données aussi d'observation des ASCA. Elle fait tourner les modèles chimères de l'INERIS et mocage de Météo France pour proposer des cartographies de pollution de qualité de l'air avec un post-traitement relativement complexe. Cet ensemble d'outils est lui-même déjà encastré. En fait, pour avoir les conditions limites, il faut le faire tourner à l'échelle de la France, mais il faut d'abord le faire aussi tourner à l'échelle de l'Europe. Mais encore avant, il faut l'avoir fait tourner à l'échelle mondiale avec des échelles spatiales un petit peu différentes. Et donc, on a substitué les émissions liées aux fertilisations et au recyclage par les émissions calculées avec l'outil cadastre. On a aussi dans ce projet, c'est d'améliorer un petit peu la représentation spatiale et temporelle des émissions liées aux autres postes de l'élevage, dans une moindre mesure, mais c'est quand même important de l'avoir fait.
Et ce qu'on a pu montrer, on a évalué dans un autre projet qui a été mené de manière parallèle au projet Polka, donc le projet Ampère, on a évalué l'intérêt de ce nouveau couplage. Et on a montré par exemple qu'on pouvait améliorer la représentation spatiale des concentrations en ammoniac dans l'atmosphère, surtout les basses couches de l'atmosphère impactées par ces émissions. Donc on voit ici à gauche le système tel qu'il existait avant. Au milieu, les simulations en incluant cadastre et les images satellitaires qui nous servent de référence. Et on voit qu'on arrive à mieux spatialiser les émissions et aussi mieux les temporaliser, puisqu'on voit que les émissions commencent au mois de mars, ce que n'était pas capable d'imaginer le système initial. Et en termes de dynamique aussi, on voit qu'on arrive à mieux sur une station précise. La dynamique en rouge avec cadastre reproduit mieux les observations que vous voyez en gris que le système initial en vert, en particulier le pic printanier d'émissions. Donc on améliore bien cette description à la fois spatiale et temporelle, ce qui fait que quand on va étudier notre scénario de changement de pratique, on va pouvoir, donc là on l'a testé sur l'année culturelle 2010-2011, ça c'est notre scénario de référence, et ce qu'on a testé, c'est la substitution à 60% d'un engrais à fort potentiel d'émission par un engrais à faible potentiel d'émission, donc l'urée substitué à 60% par l'ammonitrate. C'est notre scénario d'abattement. Donc déjà on a évalué le coût additionnel qui était pour la France entière d'environ 24 millions d'euros. Donc ça je vous parle avant l'augmentation des engrais, c'est pour 2010-2011. Qu'est-ce que ça nous donne en termes d'émissions d'ammoniac dans un premier temps? Donc, si on regarde ici déjà la contribution de l'urée aux émissions, on voit que c'est très hétérogène selon les régions. C'est aussi très hétérogène selon les saisons, puisque c'est autour du mois de mars-mai qu'on a le plus d'émissions. Et au final, on retrouve que les efficacités d'abattement des émissions sont liées à cette variabilité tant spatiale que temporelle des émissions liées à l'urée. Et on va jusqu'à des moins 14, moins 15% selon les régions de la volatilisation liée à l'urée. Et globalement, c'est moins 7% sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble de l'année culturelle. Donc ça nous fait 7% de perte d'azote évitée. Et donc en gain de rendement et aussi de qualité dans le cas du blé, c'est estimé à 3 millions d'euros de gains sur cette pratique. Maintenant, je vous représente les concentrations en ammoniac. Donc, on voit qu'on a donc sur la gauche, vous avez la moyenne annuelle en grammes par mètre cube. Et à droite, vous avez la différence du fait de la mise en œuvre de la pratique de réduction par rapport à cette moyenne annuelle. On retrouve globalement les régions sur lesquelles on avait un effet fort de réduction des émissions. Donc, on a un effet assez direct sur la concentration, avec les mêmes taux. On voit qu'on a moins 15% pour les régions très, très marquées en bleu, et c'est toujours négatif, on reste bien négatif. Si on regarde la même chose sur les particules fines calculées avec les modèles de chimie de transport, à nouveau la même carte, moyennes annuelles à gauche et différences relatives à droite, on voit qu'on retrouve un peu les mêmes régions, mais avec un taux de réduction qui est 10 fois plus faible. On est à moins 1,3. Donc une atténuation énorme de l'effet par rapport aux concentrations. Et si je vous représente ici, je vous ai remis les deux cartes, celle de la différence en ammoniac et celle des différences en particules fines, on voit qu'il n'y a pas complètement concomitance des effets. Et donc ça, je vais refaire un tout petit peu de chimie assez rapidement parce que je vois que le temps passe. En fait, je vous ai montré tout à l'heure que l'ammoniac réagissait avec les oxydes de soufre et les oxydes d'azote pour former les particules. Et en fait, on utilise une sorte de G-ratio pour exprimer deux types de régimes. Un régime, si ce coefficient qui n'exprime que la stoichiométrie de la réaction, en fait, des réactions, si ce coefficient est supérieur à 1, on est en régime atmosphérique où les masses d'air sont saturées en ammoniac, et donc le facteur limitant, ce seront les nitrates d'ammonium liés aux émissions de NOx, alors que si on est inférieur à 1, on est non saturé en ammoniac, et donc le facteur limitant, c'est bien l'ammoniac, et réduire les émissions d'ammoniac va avoir un impact direct sur les concentrations. Donc, ce qui nous permet d'expliquer qu'ici, en Alsace, on a beau réduire fortement les émissions, on réduit très peu les concentrations en particules, et donc la qualité de l'air. Ce
qu'on retrouve un petit peu aussi dans cette région. Et à l'inverse, en Rhône-Alpes et en région parisienne, on est en zone où il y a un fort trafic routier qui alimente en oxyde d'azote et qui fait que toute réduction de concentration en ammoniac conduit bien à des réductions de qualité de l'air. Donc en moyenne, on a montré dans ce projet qu'il fallait quand même diminuer de 40% sur toute la France avant d'amorcer une diminution des concentrations en PM, en diminuant vraiment sensiblement les concentrations en ammoniac. Donc je vais aller assez vite sur les bénéfices sanitaires malgré tout, même si l'effet sur les concentrations en PM est relativement faible. Il y a des effets sanitaires qui sont non nuls, qui peuvent être calculés de façon différente en termes de gains ou coûts financiers. Enfin là, on est en gains financiers. Selon les méthodologies, on est entre 186 et 548 millions d'euros par an. Donc c'est non négligeable. Et donc si on fait notre bilan coût-bénéfice pour cette année culturale, je rappelle, on avait en coût additionnel des pratiques, moins 24 millions d'euros. En valorisation agricole liée aux pertes évitées, plus 3 millions d'euros. Les effets sanitaires évités, donc 186 à 541 millions d'euros, donc ce qui nous fait des bénéfices nets entre 165 et 520 millions d'euros. Donc c'est ici une pratique qui est donc sociétalement souhaitable. Et donc je vais conclure sur le projet Polka et les perspectives qui sont ouvertes après. Donc on a montré qu'on était capable de proposer une chaîne d'outils qui est mobilisable dans le processus décisionnel, qui permet l'évaluation des effets des pratiques, soit de manière isolée, soit de manière combinée. Donc c'est une force d'utiliser l'outil cadastre pour arriver à faire ça par rapport à d'autres outils. Et nous l'avons illustré sur les mesures à long terme parce que ce sont celles qui sont les plus intéressantes à étudier parce qu'elles vont permettre de réduire l'exposition chronique des populations à la pollution de l'air. Donc on a étudié ici une mesure qui s'est avérée peu efficace mais aussi peu coûteuse, donc bénéfique tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Mais ça serait intéressant d'aller plus loin et d'évaluer d'autres pratiques plus efficaces, connues plus efficaces, mais aussi plus coûteuses. Et comme ça pourrait alimenter, par exemple, le plan matériel d'épandage moins émissif. Dans ce projet, nous avons aussi testé des scénarios d'urgence. Je ne les présente pas. Ce que nous avons montré, nous n'y attendions pas forcément, qu'il fallait quand même des réductions ambitieuses pour vraiment réussir à baisser la pollution de l'air et qu'il ne suffisait pas de faire des petites réductions des émissions d'ammoniac pour y arriver. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir prendre des questions de la salle. Bonjour, Régis Mutot, TSNR Lokerley. Déjà ce matin, j'ai remarqué que les inhibiteurs n'étaient pas à la fête parce qu'on avait été oubliés dans les méthodologies pour réduire les émissions. Et ma question sur votre intervention, c'est pourquoi finalement dans le scénario de base n'a été pris simplement que la substitution de 60% de l'urée par de l'ammonitrate et que finalement il n'y a pas eu de scénario sur des utilisations d'inhibiteurs avec l'urée. Alors, en fait, le scénario de base, on a toutes les pratiques de réduction qui sont incluses au taux utilisé par les agriculteurs. Mais sur les scénarios sur lesquels on fait les effets des pratiques d'abattement, là, j'ai zoomé sur un cas. C'est celui qu'on a le mieux documenté, en fait, dans l'ensemble du projet. Mais dans les faits, si on regarde l'inhibition par des inhibiteurs, la réduction via les inhibiteurs d'uréase, on pourrait presque copier-coller, sauf pour les coûts, le type de résultat. En termes d'efficience sur la volatilisation d'ammoniac, c'est très peu différent. Mais les coûts ne seraient pas les mêmes, je ne suis pas capable de vous les faire. Vous aurez noté qu'en fait, là, j'ai présenté qu'un seul cas de test d'effet de pratique et pas tous les autres. Non, mais c'est très bien. Mais c'est très bien de nous le spécifier maintenant parce qu'effectivement, ça note aussi qu'il y a peut-être d'autres voies que celles simplement qui étaient présentées aujourd'hui. Alors, il y en a plein d'autres. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne les ai pas reprises parce que je n'avais pas le temps. il y a aussi tout ce qui se fait ça a été cité par Laurent sur les engrais organiques en parallèle. C'est pour ça que je vous disais on peut prendre les mesures de manière complètement isolée, ce qu'on a fait pour ce cas-là, mais on peut aussi le faire de manière beaucoup plus en associant les pratiques qui peuvent s'associer entre elles, par exemple. Merci. On peut reprendre encore une question ou deux.
Ou pas, ou pas. s'il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, hein. C'est que le sommeil arrive. Ah, non, Laurence. Solidarité. On va voir. Le micro arrive. Je me suis peut-être assoupie pendant la méthodologie. Est-ce que tu considères la redéposition de l'ammoniac, du coup? Alors, moi j'appelle ça dépôt, mais Ouais. à la française. Le dépôt est pris en compte dans les modèles de chimie transport normalement, mais je ne sais pas s'il est bien pris en compte. Mais je parle, moi, autour de À proximité. Ouais. Normalement, oui, parce qu'on est sur des mailles assez. Des mailles ici, on est sur. Quand on l'applique à l'échelle chimie transport, on est sur une maille de 2 km environ, 2 fois 2 km. Donc, a priori, c'est pris en compte, mais je ne suis pas sûre. On n'a pas validé que c'était bien fait et que. Voilà. Une nouvelle question ici. Le jeune homme. Oui, bonjour, excusez-moi si je les zappe pendant l'exposé. Micro-sieste. Il y avait beaucoup d'informations et je n'ai pas vos compétences techniques. Mais un peu comme pour l'exposé précédent, à quel point est-ce que vos résultats ils sont pris en compte dans les politiques publiques? Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous allez les voir vous-même? Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc, Alors, dans l'absolu, c'est un projet qui a été financé par donc, le programme Primécal, qui est donc dépendait du ministère de l'Environnement et qui a été piloté par l'ADEME, qui aussi dépend du ministère de l'Environnement. Donc, un rapport a été produit qui est disponible et il peut être utilisé par les pouvoirs publics pour prendre des décisions. Là, je vous ai présenté aussi qu'une partie des résultats. À l'intérieur, on détaille toutes les étapes pour y arriver, toutes les réductions qui sont simulées selon les différentes pratiques par rapport aux volatilisations quand elles ne sont pas mises en œuvre, avec des nouveaux facteurs de réduction qui sont proposés, des nouveaux facteurs d'émission qui sont proposés pour la France, des nouveaux facteurs de réduction qui sont déclinés à l'échelle de la France, mais qu'on peut aussi décliner à l'échelle des régions. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas pris en compte de manière explicite. Le projet s'est terminé en 2022, donc c'est assez frais. Et c'est pas si simple que ça, je pense, à décliner. On parle de l'académique qui est, c'est assez compliqué. Après savoir comment c'est pris en charge, c'est pas exactement pour l'instant, mais on est prêt à en discuter. Merci pour votre question en tout cas. S'il n'y a pas de questions urgentes, je vais te remercier, Sophie. Et puis je vais appeler Marie.